Bonsoir à tous. À mon tour de remercier le docteur Belfray et tous les membres de MG Maroc. Et c'est toujours un grand plaisir de répondre à leur invitation. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est l'échographie thyroïdienne. Nous allons tout d'abord voir un petit mot sur la technique, comment on va réaliser cette échographie thyroïdienne. Ensuite, je vais vous montrer les résultats normaux d'une thyroïde. Et par la suite, nous allons voir les différentes pathologies, en particulier les goitres, les nodules, les thyroïdites, les dysthyroïdies. Et en dernier mot, on va parler de la cytoponction. Je pense que c'est un élément clé actuellement. C'est très important de réaliser la cytoponction. Je vais vous parler de l'étude qu'on a réalisée dans notre centre. Donc l'échographie cervicale. Alors, comme vous le savez tous, la thyroïde, c'est un organe qui est superficiel. Ça tombe bien parce qu'il est très accessible à une échographie. Et l'échographie cervicale est l'examen de première intention. C'est vraiment le gold standard quand on veut faire de la thyroïde. Donc actuellement, on ne parle plus de la scintigraphie, c'est complètement abandonné. Il y a quelques indications de la scintigraphie, notamment dans les hyperthyroïdies, mais l'examen clé, c'est bien évidemment l'échographie cervicale. Et cette échographie, c'est un examen qui est accessible, peu onéreux, qui n'a aucune irradiation, donc on a tous les avantages, et qui a plusieurs intérêts, non seulement dans un but diagnostique. Une fois qu'on a fait le diagnostic, ça nous permet également sur la table de faire l'extension ganglionnaire, que nous allons voir aussi. On peut réaliser de plus en plus, on le fait, la cytoponction échoguidée des nodules qui vont être suspects. Et on va vous montrer quand est-ce qu'on va suspecter les nodules. Et quatrième point important, c'est dans la surveillance des patients. Avant de réaliser toute échographie, bien entendu, l'étape préliminaire, c'est l'interrogatoire. Donc, il faut bien connaître les antécédents personnels et familiaux de cancer thyroïdien, les antécédents d'irradiation cervicale. Est-ce qu'il y a, oui ou non, une prise médicamenteuse de lévothyrox, parce que ça peut modifier le parenchyme thyroïdien à l'échographie. De préférence, si on a le dosage de la TSH et de la thyrocalcitonie, ça peut toujours nous aider. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, la scintigraphie a actuellement un intérêt très limité. Alors, comment on va réaliser cette échographie? On a bien entendu besoin d'un échographe de bonne qualité. Le patient ou la patiente va être allongé en décubitus dorsal avec une tête en extension et on va utiliser des sondes linéaires. Alors, plus on va monter en fréquence, mieux c'est. Actuellement, on peut arriver à des sondes avec des fréquences de 18 MHz. Alors ça, c'est l'image normale que vous allez avoir quand vous allez faire votre échographie sur une coupe transversale. Donc on a l'image normale de la thyroïde. Au milieu, c'est l'isthme thyroïdien. À droite, le lobe droit et le lobe gauche, voilà. Et ça va être délimité par plusieurs plans musculaires, le muscle sternothyroïdien, plus latéralement le muscle sternocléidomastoïdien, plus en arrière, c'est l'œsophage qui est une structure digestive. Donc toujours sur une coupe transversale, plus latéralement, vous avez la carotide interne et la veine jugulaire interne. Donc déjà, on peut faire la différence entre la veine et l'artère. L'artère, quand vous faites une compression, ne va pas se comprimer. La veine, au contraire, avec une compression, va se comprimer. C'est beaucoup plus intéressant que le Doppler couleur. Là, vous avez une coupe longitudinale, avec toujours le pôle supérieur à ma gauche, le pôle inférieur à ma droite. En avant du parenchyme thyroïdien, vous avez les muscles préthyroïdiens. En arrière, le muscle long du cou. Et plus en arrière, ce sont les vertèbres qui vont nous donner des cônes d'ombre. Donc la glande thyroïde normale va se présenter entre toutes ces structures. Alors, la première étape, j'insiste bien sur ça, la première étape quand vous réalisez une échographie thyroïdienne, c'est de ne pas se jeter directement sur les nodules. La première étape, c'est de calculer le volume de la thyroïde pour savoir est-ce que vous êtes devant un goitre ou pas. Donc, pour calculer ce volume, le plus simple à faire, c'est de diviser. Si on a la chance tout à l'heure, on va faire une démonstration. C'est de diviser votre écran en deux. À gauche, vous mettez la coupe transversale. À droite, la coupe longitudinale. Et là, il suffit de mesurer dans les trois plans. Et bien sûr, actuellement, sur les échographes, vous avez juste une touche volume qui va vous faire le calcul automatiquement.
La même chose, donc on va calculer le lobe droit, on va calculer le lobe gauche et on va faire la somme. Généralement, l'isthme n'est pas calculé. Voilà. Donc, le volume thyroïdien normal, il faut savoir qu'il est entre 4 et 8 cm3 par lobe chez la femme et entre 5 et 10 cm3 par lobe chez l'homme. Quand est-ce qu'on va parler de goitre? Justement, le goitre, si le volume dépasse les 16 cm3 chez la femme ou lorsqu'il dépasse 20 cm3 chez l'homme. Ça, c'est la définition du goitre. Donc le goitre, c'est une définition de volume. Une fois que vous avez déterminé votre goitre, la question qui va se poser, est-ce que c'est un goitre plongeant? Est-ce qu'il y a une compression trachéale ou œsophagienne? Les rapports principalement avec les axes vasculaires, les vascularisations. Bien entendu, deux types de goitres peuvent se présenter, soit des goitres homogènes, donc on n'a aucun nodule au niveau de la thyroïde, ou des goitres nodulaires, ou parfois des goitres douloureux. Là, directement, lorsque vous posez votre sonde, vous faites l'examen, que vous avez une douleur au niveau de la thyroïde, toujours ayez en tête qu'il peut s'agir d'une thyroïdite. Et là, il faut demander le bilan biologique pour le confirmer. Alors, le nodule thyroïdien. Alors, beaucoup de vous vont se poser la question, comment on va faire avec les nodules, comment on va les caractériser. Donc déjà, il faut savoir qu'environ un adulte sur deux de plus de 50 ans va présenter des nodules au niveau de la thyroïde. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Et cette fréquence va augmenter avec l'âge, avec bien entendu une prévalence féminine qui est nette d'environ 1 sur 3. Seulement 10% des nodules sont palpables, ça c'est très important. C'est-à-dire lorsque vous palpez les nodules, ça veut dire que déjà ils ont dépassé une certaine taille et ça ne représente que 10%. Donc on peut très facilement tomber de façon fortuite sur des nodules à l'échographie qui n'étaient pas détectables par la palpation. Et le risque de cancer d'un nodule palpable est le même que celui d'un nodule non palpable de même taille. D'où l'intérêt de l'échographie cervicale. Bon, là, on va parler un petit peu de l'histoire naturelle du nodule. Donc, c'est un nodule qui peut, la taille varie de 10 à 30%. Seulement 10 à 30% des nodules vont grossir d'un examen à l'autre. Au contraire, 15 à 25% vont diminuer. Et on peut tomber dans 10% des cas sur des nouveaux nodules qui n'étaient pas apparus précédemment. Là, la notion de vitesse de variation est importante. Donc, la vitesse de variation de la taille du nodule peut être lente en général. En moyenne, on peut accepter jusqu'à 1 mm par an pour la portion solide. L'accroissement de la taille n'est pas un signe de malignité, mais il faut quand même en tenir compte. Et la stabilité en taille ne permet pas d'affirmer la bénignité non plus. Donc la taille n'est pas un élément clé pour déterminer est-ce que le nodule est suspect ou pas. C'est juste un élément d'orientation pour connaître l'histoire naturelle du nodule. Donc, une fois que vous avez trouvé des nodules à l'échographie, il s'agit de localiser ces nodules. Alors là, nous généralement, on sait de ce schéma. Donc, avec ici, vous avez sur la coupe transversale le lobe droit, l'isthme, le lobe gauche, et sur la coupe longitudinale. Ça, c'est un schéma que généralement, moi personnellement, j'utilise à la fin de tous mes comptes rendus pour marquer au stylo la localisation exacte des nodules. Ça aide toujours. Alors, une fois que vous avez déterminé ce nodule, il y a un certain nombre d'éléments qu'il va falloir étudier. Premièrement, l'échogénécité. Alors, est-ce que c'est un nodule qui est complètement anéchogène, c'est-à-dire purement kystique? Est-ce que c'est un nodule qui est plutôt hyperéchogène, isoéchogène ou hypoéchogène? Et quand on dit hypoéchogène, il faut nuancer. Soit il est modérément hypoéchogène, soit il est fortement hypoéchogène. Et là, vous allez voir que ça change complètement le pronostic du nodule. La forme du nodule est importante à connaître aussi. Est-ce que c'est un nodule qui est ovale ou plutôt avec une forme irrégulière, c'est ce qu'on appelle plus épais que large? L'écostructure, donc solide, kystique, mixte. Donc ça, c'est l'échogénécité qui va nous déterminer l'écostructure de ce nodule. Les contours, est-ce que les contours sont réguliers ou au contraire irréguliers? Le halo, donc certains nodules sont entourés d'un halo, donc qui peut être soit fin, soit épais, ou qui peut tout simplement ne pas exister. Les calcifications,
Est-ce que c'est des microcalcifications? Est-ce que ce sont des macrocalcifications, plutôt centrales, plutôt périphériques? Le contact capsulaire, ça aussi c'est un élément important à connaître. Est-ce qu'il y a un contact avec la capsule thyroïdienne ou pas? Et enfin, le Doppler, la vascularisation de ce nodule. Est-ce que c'est une vascularisation qui est plutôt centrale, plutôt périphérique ou plutôt mixte? Donc tous ces éléments-là vont nous aider pour caractériser ce nodule. Alors, pour simplifier, parmi ces éléments, il y a ce qu'on appelle des signes cardinaux et des signes accessoires. C'est grâce à ça qu'on va arriver à la classification dont on va parler tout à l'heure. Alors, les signes cardinaux, c'est d'abord la forme. Est-ce qu'il est rond? Est-ce qu'il est ovale? Les contours. Est-ce que c'est des contours réguliers ou plutôt des contours irréguliers? L'écogénicité, iso, hypo, modérément, fortement. Et les microcalcifications. Donc, vous pouvez vous tenir sur ces 4 signes cardinaux qui sont les plus importants. Les autres signes accessoires, c'est l'écostructure, le halo, les macrocalcifications. Donc on a vu que les micros étaient plus importants que les macrocalcifications. Les granulations, l'élasticité. Alors qu'est-ce que c'est l'élasticité? C'est un petit peu à la mode actuellement. Certains appareils sont équipés d'un élastographe. Ça permet de déterminer la solidité du nodule. Donc des fois, on ne sait pas, est-ce que le nodule il est plutôt kystique, est-ce qu'il est solide? Et avec l'élastographie, on peut déterminer le type de nodule. La vascularisation, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas un signe cardinal. C'est juste une orientation pour déterminer la nature du nodule. Et enfin, l'extension extracapsulaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, le contact avec la capsule. Donc, tous ces éléments vont aboutir au score de TI-RADS. Donc, comme vous le savez, en radiologie, on aime bien tout classer, on est rigoureux, méthodique. Donc, on a abouti au score de TI-RADS. Donc, le premier score qui avait été proposé, c'était en 2013, où il y avait 5 stades. Et le stade 4 était divisé en 2, faiblement suspect, fortement suspect ou malin. Actuellement, en 2017, on s'est à nouveau réunis et on a sorti le E-TI-RADS. E, pourquoi EU? C'est le score européen. Le TI-RADS qui est sorti en 2017, c'est actuellement le score qu'on utilise. Ce qui veut dire aussi, quand on dit E-TI-RADS, ça veut dire qu'il y a d'autres scores. Il y a le score américain, mais au Maroc ou en France ou en Europe, on utilise plutôt le E-TI-RADS qui va nous classer ces nodules de 1 à 5. 1 veut dire un examen normal. 2, le nodule est bénin. 3, le risque est faible. 4, le risque est intermédiaire. Et 5, le risque est élevé. Alors, on revient sur les signes de forte suspicion. Là, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, parmi les signes cardinaux qu'il faut étudier, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord la forme. Est-ce que c'est une forme ovale ou plutôt une forme ronde? Donc, quand on a une forme plutôt arrondie avec un grand axe qui est plutôt perpendiculaire que parallèle à la peau, là, c'est un signe de forte suspicion. Lorsque les contours de ce nodule sont irréguliers, lorsqu'il existe des microcalcifications au sein du nodule, ou lorsque l'hypogénicité est très marquée, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Alors, parmi les 4 critères, si vous en avez un seul, vous pouvez classer votre nodule en TI-RADS 5. Au contraire, les signes accessoires vont plutôt soit nous orienter, nous confirmer notre suspicion, ou au contraire nous dire plutôt que nous orienter vers un nodule plutôt bénin. Donc, parmi les signes qui vont justement augmenter le risque de malignité, il y a ce qu'on appelle les macrocalcifications périphériques discontinues. Il y a la rigidité, donc c'est ça l'élastographie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc plus c'est rigide, plus ça a tendance à passer du bleu vers le rouge. Ça veut dire que c'est un nodule qui est très solide. La forme ronde, complètement ronde, avec l'orientation qui est non parallèle. La vascularisation plutôt centrale, c'est un critère de malignité. Et l'extension extracapsulaire. Comme vous pouvez le voir ici vous avez le lobe gauche de la thyroïde, et ce nodule n'est pas à l'intérieur, il a un contact avec la capsule et il a une partie qui se développe en extracapsulaire. D'autres signes, par contre, quand vous allez les voir, vous allez être plutôt rassuré. Alors, généralement, c'est le halo fin hypoécogène autour du nodule.
c'est au niveau de l'élastographie une rigidité basse, donc il y a une tendance vers le bleu. C'est les nodules mixtes, à la fois solides et kystiques. C'est les petites granulations colloïdales qu'on peut voir à l'échographie pour les lésions kystiques. La vascularisation plutôt périphérique que centrale. Et la forme très aplatie. Donc à partir de là, vous avez tous les éléments pour classer votre nodule thyroïdien. Alors, on va passer du plus simple vers le moins simple. Lorsqu'on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, au moins un signe de forte suspicion, c'est-à-dire forme non ovale, contour irrégulier, microcalcification, hypogénécité marquée, ce nodule va être classé TI-RADS 5. Ça veut dire quoi TI-RADS 5? Ça veut dire que le risque que ce nodule soit un nodule cancéreux, il est de 26 à 87%, qui est quand même très élevé. De l'autre côté, lorsque vous avez un nodule qui est anéchogène ou kystique, anéchogène, c'est-à-dire purement kystique, ou entièrement spongiforme, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure aussi, vous pouvez automatiquement le classer bénin, TI-RADS 2, et là vous avez un risque qui avoisine les 0. Donc vous êtes vraiment à l'aise pour dire, voilà, c'est un nodule qui ne présente aucun critère de malignité. Le TI-RADS 5, c'est un nodule qui va être isoéchogène, complètement isoéchogène, ou hyperéchogène. Le risque de malignité est aussi très faible, de 2 à 4%. Et enfin, modérément hypoéchogène. Donc il y a une nuance entre fortement hypoéchogène TI-RADS 5 et modérément hypoéchogène, c'est le TI-RADS 4. Le risque de malignité est évalué entre 6 et 17%. Alors voici des exemples concrets. Donc le TI-RADS 2, c'est ce qu'on appelle un kyste simple, donc vous avez l'habitude de voir ça, c'est pas qu'au niveau de la thyroïde, dans tous les organes. Donc c'est des lésions qui sont complètement anéchogènes, avec une paroi qui est fine. Le kyste spongiforme, c'est tout simplement un kyste qui va présenter des cloisons, donc à l'intérieur, tout simplement. Donc dans les deux cas, c'est un TI-RADS 2. Le TI-RADS 3, c'est soit un nodule qui est complètement isoéchogène. Là, on a même des fois, si vous utilisez des sondes avec une fréquence qui n'est pas très élevée, vous pouvez carrément passer à côté. Donc, une façon simple de ne pas passer à côté, c'est de faire un Doppler. Généralement, le Doppler va venir en périphérie de ce nodule, qui là est pratiquement isoéchogène. Avec le Doppler, on arrive à le délimiter. Donc, tout ça, avec le halo hypoéchogène, on est sur un score TI-RADS 5. Le TI-RADS 4, donc comme je l'ai dit, c'est un nodule qui est modérément hypoéchogène. Et là, il faut faire très attention au réglage de votre appareil. Parce que si vous réglez mal votre gain, vous n'allez pas pouvoir déterminer est-ce qu'il est faiblement hypoéchogène ou fortement hypoéchogène. Ici, c'est un gain excessif. Vous le voyez très bien. Ici, l'échogénécité est très marquée par rapport au côté gauche. Donc, si vous voyez comme ça, avec un gain qui est excessif, vous pouvez tout simplement dire non, c'est un nodule TI-RADS 3. Or, lorsque vous réglez votre gain, vous voyez bien que le nodule est quand même plus hypoéchogène que le reste du parenchyme thyroïdien. Enfin, le TI-RADS 5. Donc ça, si vous voyez ça, c'est un nodule qui est vraiment très suspect, avec un grand axe perpendiculaire, avec une forme qui est non ovale, avec des microcalcifications. Là, on est devant un nodule TI-RADS 5. Toujours la même chose, avec de fortes microcalcifications. Alors, il y a un piège. Là, on est devant une lésion qui est apparemment kystique, mais avec une végétation, une portion charnue, périphérique. Quand vous êtes devant ce genre de nodule, il faut voir les contours. C'est-à-dire, vous allez réétudier la portion charnue comme si c'était un nodule indépendant du kyste. Et là, quand vous voyez ça, vous voyez bien que c'est un nodule qui a des contours irréguliers, avec plusieurs microcalcifications, avec une vascularisation centrale qui est nette, et il s'avère que c'était effectivement un nodule tumoral. Et je me souviens très bien de ce dossier qui m'avait été envoyé par un médecin généraliste d'ailleurs d'Oujda, qui avait eu une formation sur l'écho cervical.
et qui m'avait appelé, qui m'avait dit, voilà, effectivement, j'ai un kyste à l'échographie, mais une portion charnue qui m'inquiète. Donc il me l'a envoyé, on a réalisé la cytoponction, et effectivement, c'était un nodule cancéreux. Toujours dans le Thyroid 5, l'hypoéchogénécité, très marquée, avec une vascularisation très importante. Rien que le critère de cette hypoéchogénécité marquée vous suffit pour dire que c'est un Thyroid 5. Une fois que vous avez déterminé le volume de la thyroïde, les nodules, que vous les avez localisés, on ne s'arrête pas là, il faut aller rechercher les adénopathies cervicales. Et dans les adénopathies, on peut avoir deux types d'adénopathies. On a ce qu'on appelle les adénopathies qui sont plutôt inflammatoires. Là, vous allez les reconnaître, c'est des adénopathies qui sont ovales avec un centre hyperéchogène, avec un halo vasculaire. Ça, ce sont des adénopathies inflammatoires qu'il ne faut pas confondre avec des adénopathies tumorales qui, elles, sont plutôt arrondies avec des formes irrégulières, qui ont perdu le centre hyperéchogène et qui sont fortement hypoéchogènes. Ça, ce sont des adénopathies tumorales. Les adénopathies, pareil, actuellement il y a plusieurs secteurs. Donc il y a le secteur 1A, 1B en classe de 1 à 6. Donc les adénopathies sous-angulo-maxillaires, les adénopathies jugulo-carotidiennes hautes, moyennes et basses. Donc ça, à chaque fois, on doit dire au chirurgien où se trouvent ces adénopathies pour qu'il puisse faire son curage ganglionnaire. La conduite à tenir, une fois que vous avez trouvé ces nodules, en fonction de votre classification, vous allez soit proposer une simple surveillance échographique, donc il n'y a aucun nodule en indication de cytoponction, soit au contraire, vous allez plutôt orienter vers une intervention chirurgicale qui peut être envisagée d'emblée lorsqu'il s'agit d'un gros nodule qui est compressif avec des signes qui nécessitent une intervention dans les plus brefs délais, soit on va passer à la cytoponction selon le score Tyrals. La cytoponction, on va y revenir, il y a tout un chapitre qui va être dédié à la cytoponction. Ça, c'est le cas commun, c'est-à-dire dans 80% des cas, c'est ce qu'on trouve à l'échographie, ce sont des nodules. Mais il n'y a pas que les nodules, il ne faut pas oublier les autres pathologies. Donc, juste un petit mot rapide sur les autres pathologies, particulièrement les thyroïdites. La plus connue et la plus commune, c'est la thyroïdite d'Hashimoto. Là, vous allez avoir, cliniquement, c'est un goitre qui est modéré, qui n'est pas douloureux, la notion de douleur est très importante, avec des contours qui sont plutôt bosselés. Là, on a vu tout à l'heure, le parenchyme normal de la thyroïde est plutôt hyperéchogène. Dans la maladie de Basedow, vous allez avoir un parenchyme qui est très hypoéchogène, qui est lobulé avec des septa. Ça donne même carrément un aspect de pseudonodule. Et on va retrouver des adénopathies inflammatoires. Là, vous savez faire la différence et la nuance entre les adénopathies inflammatoires et tumorales. On allume le Doppler, on n'est pas étonné. Il y a une hypervascularisation au niveau du Doppler couleur avec des vitesses normales, qui sont inférieures à 65 cm par seconde. Deuxième cas de figure, c'est la thyroïdite subaiguë lymphocytaire. Là, vous avez d'emblée un contexte clinique. Donc, vous avez déjà le diagnostic. C'est une thyroïdite du postpartum, à la phase initiale qui va se présenter comme une hyperthyroïdie, et à la phase secondaire comme une hypothyroïdie, et la troisième phase, c'est la phase de récupération. La lipoéchogénécité est plus modérée qu'au niveau du Hashimoto. Troisième cas, c'est la thyroïdite subaiguë de De Quervain. Dans ce cas, vous pouvez très bien avoir un contexte viral. C'est une thyroïdite qui est douloureuse, donc déjà cliniquement, vous avez pas mal d'arguments, avec un syndrome biologique inflammatoire, une VS et une CRP qui est élevée. Donc il s'agit également d'un goitre avec une hypertrophie qui est plutôt modérée, et là un parenchyme qui est plutôt hétérogène. On peut carrément avoir des vastes plages un peu hypoéchogènes, on dirait des abcès ou des choses comme ça, et avec une hypervascularisation au Doppler couleur. Donc quand vous regroupez le contexte clinique, la biologie et l'échographie, vous avez votre diagnostic. Le deuxième grand volet, ce sont les dysthyroïdies. Quand on dit dysthyroïdie, c'est l'hyperthyroïdie, principalement la maladie de Basedow, et l'hypothyroïdie. Donc, dans la maladie de Basedow, c'est la triade que vous connaissez tous, je ne vous apprends rien, thyrotoxicose, goitre, exophthalmie. Le goitre, dans ce cas-là, c'est un goitre qui est modéré avec des contours nets, alors que c'était des contours plutôt lobulés dans l'Hashimoto. Et l'hypoéchogénécité, elle est moins importante qu'au niveau de l'Hashimoto, et ça se réalise ce qu'on appelle un aspect en rayon de miel. Donc, un aspect hypoéchogène avec des petites lobules, des petits nodules un peu hypoéchogènes. Et on peut retrouver également des adénopathies inflammatoires.
Le Doppler, pour ceux qui s'y intéressent, peut faire la différence aussi entre base d'eau et Hashimoto, parce qu'au niveau de maladie de base d'eau, donc dans les deux cas, on a une hypervascularisation, mais quand vous faites votre Doppler pulsé, là, les vitesses systoliques sont très élevées, supérieures à 1 cm par seconde, alors qu'au niveau de la maladie d'Hashimoto, la thyroïdite d'Hashimoto, les vitesses sont normales. L'hypothyroïdie, au contraire, donc ça va être l'inverse, vous allez vous retrouver avec une glande thyroïde qui est de petit volume, qui est hypoéchogène, mais qui est plutôt homogène, avec une vascularisation qui est diminuée, sans parler bien sûr de tous les critères cliniques que vous avez déjà eus lorsque vous avez fait votre examen et votre interrogatoire. Voilà, donc là, on a fait le tour de toutes les pathologies que vous pouvez avoir au niveau de l'échothyroïdienne. Maintenant, il faut aller plus loin. Alors, une fois que vous avez déterminé ce nodule, c'est bien beau, vous avez classé ce nodule, la cytoponction éco-guidée. La cytoponction éco-guidée, actuellement, elle est au centre de toute prise en charge de nodules thyroïdiens. Pourquoi? Parce qu'elle permet de faire le tri. Les nodules, vous allez vous en apercevoir très vite, sont très fréquents à l'échographie, mais paradoxalement et heureusement, les cancers sont rares, avec un pronostic qui est très bon. Donc la cytoponction, c'est le meilleur examen pour sélectionner les nodules qui doivent être opérés. Et grâce à cette cytoponction, actuellement, on a pu éviter beaucoup de chirurgie. Auparavant, on passait directement de l'échographie, on trouvait des nodules, avec un goitre, on les orientait directement chez l'ORL, ils étaient opérés, ils revenaient, très souvent, avec des nodules bénins. Là, le fait de proposer une cytoponction, vous êtes rassuré. Et ça permet de réduire considérablement le nombre de thyroïdectomies qui ont été réalisées à tort. Alors l'indication de ces cytoponctions éco-guidées, soit vous avez un contexte à risque qui est déjà connu, donc une radiothérapie externe dans l'enfance, des antécédents de carcinome papillaire dans la famille, une histoire familiale de maladies neuroendocriniennes, des antécédents personnels ou familiaux de maladies de Coden, de polypose familiale. Donc tout ça, ce sont des entités qui peuvent être raccordées au système endocrinien ou avec des adénopathies ou des contextes de métastase. Et on va ponctionner également les nodules à risque. Quand est-ce qu'on va dire qu'ils sont à risque? L'évolution peut déjà nous fournir un élément de réponse lorsqu'on a une augmentation de volume qui dépasse 20% ou qui dépasse plus de 2 mm sur 2 diamètres au moins, lorsqu'on a une hyperfixation à la scintigraphie ou lorsqu'on a des critères échographiques de suspicion. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe? Là, on avait vu tout à l'heure que le critère de taille n'était pas un critère pour déterminer bénin ou malin. Par contre, c'est un critère pour déterminer est-ce qu'il faut faire une cytoponction ou pas. Là, on va utiliser le critère de taille. Donc, généralement, tous les nodules thyroïdiens actuellement qui font plus de 20 mm, à partir de la classification EUTHIRAX 3 jusqu'à la classification 5, il faut demander une cytoponction éco-guidée. Donc plus de 20 mm, retenez bien ça, à partir du THIRAX 3, demandez une cytoponction éco-guidée. Pour les THIRAX 4, ce seuil va diminuer à 15 mm. Donc à partir de 15 mm, un nodule THIRAX 4, il faut le ponctionner. Et ça va encore diminuer pour le THIRAX 5. C'est-à-dire à partir de 10 mm, un nodule de THIRAX 5 doit être ponctionné. Maintenant, pour les nodules qui font moins de 10 mm, est-ce qu'on va ponctionner ou pas? Ça va dépendre d'un certain nombre de critères. Soit vous avez un ganglion suspect, avec donc un petit nodule avec un ganglion suspect, donc ça va augmenter le risque, il faut aller ponctionner. Ou bien, si initialement il était classé critère 5, et au cours de l'évolution, vous voyez qu'il y a une augmentation de taille, ou bien s'il est juxtacapsulaire, s'il est polaire supérieur, s'il est multifocal, c'est-à-dire vous avez plusieurs nodules qui sont très hypoéchogènes, qui font moins de 10 mm, et l'âge. Si vous avez ce genre de cas chez des patients jeunes, il faut toujours se méfier. Alors, deux techniques de cytoponction, soit la microbiopsie thyroïdienne, si vous voulez avoir une étude histologique, soit la cytoponction à l'aiguille fine. Et nous, ce qu'on utilise, c'est la cytoponction à l'aiguille fine. Pourquoi? Parce que c'est un examen qui n'est pas douloureux, qui ne nécessite aucune préparation, et on va avoir ce qu'on appelle une étude
cytologique. Donc là, je vous montre juste un petit peu comment on va, le matériel qu'on va utiliser. Donc rien de plus simple, il faut la bétadine, il faut que l'aiguille soit fine, donc une aiguille à partir de 21 gauche, pas moins. Donc on va utiliser notre échographe avec une patiente qui sera toujours allongée en décubitus dorsal, un cou en légère extension, avec une asepsie rigoureuse, donc juste de la bétadine ou de l'alcool. On va utiliser des protèges-sondes. Il n'y a pas d'anesthésie locale, ça c'est important, il faut bien le préciser. La respiration doit être douce, elle doit bloquer la respiration et la déglutition. Et on va setter des deux mains. Donc c'est un geste qui est quand même invasif, donc il faut bien respecter les règles. Alors comment on va procéder? Là vous avez votre sonde, que vous allez tenir avec la main gauche ou la main droite, ça dépend si vous êtes droitier ou gaucher, et votre aiguille. On va utiliser la sonde, donc grâce à l'échographie, on va aller directement vers le nodule. Une fois que vous arrivez au nodule, deux techniques se posent. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis arrivé au nodule, je vais aspirer, ou ce qu'on appelle le prélèvement par capillarité. Donc l'aspiration à oublier. D'accord? On ne va pas aller aspirer un nodule solide. Sauf si c'est une lésion ici que vous voulez soulager, vous pouvez l'aspirer, mais un nodule solide, c'est ce qu'on va faire par capillarité. Capillarité, ça veut dire quoi tout simplement? Avec votre aiguille, une fois que vous êtes au niveau du nodule, vous allez faire plein de mouvements de va-et-vient pour prendre le maximum de petites cellules que vous allez par la suite étaler. Deuxième question qui se pose, par quel côté de l'aiguille je vais ponctionner? Alors là, vous avez aussi le choix. Vous avez deux techniques. Soit vous ponctionnez, là vous avez la sonde, votre glande thyroïde. Donc soit vous ponctionnez latéralement, ce qu'on appelle par le petit côté de la sonde. D'accord? Donc là, vous allez aller de façon parallèle à la sonde. Et l'avantage de cette technique, c'est que votre aiguille, vous allez la voir du début à la fin. Là, vous voyez bien l'aiguille. On continue. Deuxième technique, si vous avez du mal avec cette technique, la deuxième technique va être de se positionner au niveau du grand côté de la sonde avec une insertion verticale. Dans ce cas-là, vous n'allez pas voir toute l'aiguille comme ici, vous allez juste voir le bout de l'aiguille. Et vous saurez que vous êtes au niveau du nodule. Une fois que vous arrivez au nodule, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez faire plusieurs mouvements de va-et-vient pour ramasser le maximum de petites cellules. Donc voilà les deux côtés là, c'est plus simple. Donc là par le petit côté et là par le grand côté. Donc je vais vous montrer quelques vidéos qu'on a réalisées au niveau de notre centre. Voilà. Alors. Voilà. Donc là, vous avez votre nodule, vous voyez bien l'aiguille. On arrive jusqu'au niveau de la capsule. Là, je suis par le petit côté de la sonde parce que vous voyez toute l'aiguille. Et on est juste à côté au niveau du nodule. Et là, je vais faire, une fois que j'arrive au centre du nodule, je vais faire plein de mouvements de va-et-vient qu'on appelle par capillarité. Donc pourquoi j'ai dit que c'est un geste qui n'est pas anodin? Qu'est-ce que vous avez juste ici? Carotide. Il faut faire attention. Donc là, j'étais pas loin de la carotide, avec la veine jugulaire. Voilà, donc on arrive au niveau du nodule. L'échographie va justement m'éviter de faire des accidents. Et voilà, vous voyez bien, ça c'est les mouvements de capillarité. Généralement, on peut faire 2 à 3 passages pour avoir un maximum de prélèvements. Non, c'est pas douloureux. C'est pas douloureux et l'anesthésie ne sert à rien. Parce que quand vous allez anesthésier votre malade, vous allez devoir piquer. Donc vous allez piquer avec la même aiguille. Donc le fait de faire une anesthésie, ça revient au fait de faire une cytoponction. Donc ça revient au même et c'est pas douloureux. Et généralement, ça nécessite aucune analgésie ni aucune préparation. Deuxième technique, c'est de passer par le grand côté de la sonde. Là, vous voyez, voilà, vous avez le bout de l'aiguille. Donc là, je suis perpendiculaire. Hop. Et je fais la même chose. Ça, c'est le nodule qui est hypoéchogène. Ça, c'est un nodule taille RALS4, comme vous voyez par rapport au reste du parenchyme. Donc il est modérément hypoéchogène.
Voilà. Et on va réaliser plusieurs mouvements de capillarité. Et bien sûr, là, je suis loin de l'axe vasculaire, donc je suis à l'aise. Une fois que vous avez eu tous vos prélèvements, donc vous allez les étaler sur une lame que vous allez remettre tout simplement à l'anatomocytologiste. Et là, c'est très important d'avoir des anatomocytologistes qui sont entraînés. Nous, d'abord, la difficulté, c'était ça. Quand on réalisait les premières cytoponctions, la plupart nous revenaient négatives. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une bonne collaboration avec les anapathes. Ensuite, on est tombé sur une qui a bien voulu s'intéresser à la cytoponction, parce que généralement, ils préfèrent l'histologie, mais là, la cytologie est beaucoup plus difficile. Et à partir de là, donc, on a eu de très bons résultats. Donc, examen facile. Échographe, aiguille, vous pouvez y aller. Aucune préparation, pas d'analgésie, plusieurs prélèvements peuvent être réalisés. Une fois que vous avez terminé, juste une compression avec la compresse, avec un petit pansement de quelques heures. Vous dites à la patiente qu'elle va garder le pansement quelques heures. Paracétamol plus ou moins. Donc s'il y a une douleur, on peut lui donner du paracétamol, mais jamais de l'aspirine. Attention. Les complications sont souvent mineures et très rares, heureusement. On peut avoir une douleur pouvant irradier à l'oreille, donc ça peut se voir. On peut avoir un malaise vagal, malheureusement on en a eu quelques-uns. Des hématomes sous-capsulaires, il ne faut pas oublier que c'est quand même un geste invasif, vous êtes en train de piquer une patiente. Un saignement intranodulaire ou une infection. Une infection, donc si vous n'avez pas fait une bonne asepsie, vous pouvez avoir un risque d'infection. Donc l'anapathe, à quoi ça va servir? L'anapathe va nous répondre plusieurs questions, va répondre à plusieurs réponses. C'est ce qu'on appelle la classification de Bethesda. Donc soit non diagnostique, ça c'est ce qu'on a vu au départ, donc l'anapathe ne peut pas répondre, soit parce qu'il n'y a pas suffisamment de cellules, soit parce que l'anapathe n'était pas entraîné, soit bénin, soit néoplasique, ou entre les deux, nous avons ce qu'on appelle les LFSI, c'est-à-dire des lésions qui sont indéterminées. Nous allons voir ce que ça veut dire. Quand on a des lésions indéterminées, tout simplement, ça veut dire qu'on ne sait pas si c'est bénin, on ne sait pas si c'est malin, mais vu qu'à l'échographie, par exemple, si c'était un 4 ou un 5, on va insister, on va quand même dire non. À l'échographie, j'ai quand même des signes de forte suspicion, donc on va proposer une deuxième cytoponction après 3 à 6 mois. Ensuite, suspect de malignité ou carrément malin, là il faut s'orienter directement à la chirurgie. Donc tout ce qui est plus en haut, on a évité une chirurgie. Là, je vais vous parler de notre expérience, à nous, personnelle. Donc nous, les cytoponctions, on a commencé à les faire en 2017. On a fait entre 2017 à ce jour, on a fait plus de 200 cytoponctions dans notre centre. On est 2 radiologues à le faire au niveau de toute la région de l'Oriental. Et généralement, c'est des nodules, dans la plupart des cas, c'est des nodules TAIRADS 4. Dans plus de la majorité des cas, c'est des TAIRADS 4 qu'on ponctionne. Des TAIRADS 3 ou des TAIRADS 5. L'âge était compris entre 18 et 63 ans, avec une prévalence féminine de 6 femmes pour un seul homme et une taille qui va de 8 mm à 53 mm. Pour les résultats cytologiques, donc nous avons eu sur les 202, 9% étaient acellulaires, et ce chiffre, au départ quand on a commencé, il était beaucoup plus élevé. Là, avec l'expérience, notre expérience à nous, l'expérience des anapathes, on a réussi à réduire le taux de prélèvement acellulaire, qui est même plus bas que le taux décrit dans la littérature. Les bénins, 58% des cytoponctions étaient des nodules bénins, 10% étaient des nodules malins, et 23% étaient des nodules atypiques. Donc si vous voyez au niveau de la littérature, on est à peu près dans les mêmes proportions. Ensuite, en fonction du score TAIRADS, les nodules TAIRADS 3 qu'on a ponctionnés étaient bénins dans 90% des cas. Les TAIRADS 4 étaient plutôt à cheval, bénins dans la moitié, indéterminés dans 35% et malins dans 13% des cas. Et tous les TAIRADS 5 étaient au moins bénins ou indéterminés. Aucun TAIRADS 5 n'est revenu bénin. Voilà. Alors ça, c'est le premier cas que je vais vous présenter. Donc ici, vous avez un nodule qui est pourtant ovale, mais vous voyez bien que son hypoécogénécité est très marquée.
Donc on lui a réalisé une Et cytoponction. 4 minutes encore, s'il vous plaît. Très bien, donc juste les cas cliniques. Pour vous montrer, voilà, on a réalisé la cytoponction, c'était un carcinome papillaire. La même chose, un nodule qui était arrondi avec des microcalcifications, un cône d'ombre et une vascularisation centrale, qui est revenu en faveur d'un carcinome papillaire. Il y a un carcinome papillaire. Le troisième cas, la même chose, la cytoponction, vous voyez bien l'aiguille à ce niveau-là. Conclusion, carcinome papillaire. Donc, en conclusion, il faut savoir que les nodules doivent, une fois que vous avez déterminé vos nodules, doivent être cartographiés, mesurés dans 2 diamètres, complétés par l'écho ganglionnaire, qui est systématiquement associé à votre échographie, et aboutir au fameux score TIRADS, qui permet de détecter 95% des carcinomes thyroïdiens actuellement, de caractériser un nodule comme bénin, avec un risque d'erreur qui est inférieur à 2%, et de réaliser les cytoponctions. Quand vous avez un petit mot des thyroïdes multinodulaires, il faut rechercher d'abord les nodules les plus suspects, en premier qu'il faut décrire. Donc, une fois que vous avez trouvé vos nodules, la cytoponction joue un rôle prépondérant dans l'évaluation et le triage des patients à opérer. C'est une procédure relativement facile, nécessite un apprentissage, on ne peut pas le faire comme ça du jour au lendemain. Il faut bien sélectionner les indications que je vous ai montrées en utilisant la classification TIRADS pour diminuer les résultats non diagnostiques et ne pas laisser passer les gros cancers. Voilà. Un petit quiz très rapide. Donc, nos kystes simples, kystes spongiformes, nodules hyperéchogène avec un halo, hypoéchogène, TIRADS 3, TIRADS 4, modérément hypoéchogène avec une vascularisation, et TIRADS 5, arrondi avec des contours irréguliers. Voilà. Donc je vous quitte, je sais très bien que vous adorez les arbres décisionnels, donc ce qui regroupe à la fois la clinique et l'échographie, etc. Donc je vous laisse avec cette dernière diapositive et je vous remercie. Merci, Dr Bourada, pour l'exposé qui est vraiment clair et net sur toute la pathologie de la thyroïde en ce qui concerne les nodules et les thyroïdites. S'il y a des questions dans la salle, oui. Je vais utiliser celui-là. Bonjour, je me présente, je suis Dr Hissisen de Casablanca, je suis ORL. Et donc la thyroïde ou les thyroïdectomies sont une partie importante de mon activité ou de notre activité. Donc je voudrais d'abord vous féliciter parce que c'est une très belle présentation que vous avez faite. Effectivement, comme vous l'avez dit, très bien détaillée. Et nous sommes effectivement passés d'une génération dans les années 90 où on opérait tous les nodules thyroïdiens. Et donc on a dû effectivement en opérer des dizaines et des dizaines pour rien. Et j'étais, moi, à la fin des années 90, début des années 2000, on avait encadré une thèse justement pour l'importance et l'intérêt de la cytoponction dans le tri, ce que vous avez appelé le tri des nodules justement qui peuvent être suspects et qui effectivement aujourd'hui est devenu le gold standard de la prise en charge d'un nodule thyroïdien. La prise en charge d'un nodule thyroïdien au jour d'aujourd'hui est quasiment corrélée à l'échographie bien entendu et à la cytoponction pour justement le suivi et la sélection des patients qui peuvent être des patients à risque. Je voudrais juste attirer l'attention sur un point, c'est que la cytoponction et l'échographie font partie d'un arsenal et d'outils qui sont entre les mains du médecin. Et donc ce sont toutes les données que l'on va avoir aussi bien sur l'échographie que sur la cytoponction, sont des données qui doivent être corrélées aux autres données. L'âge du patient, vous avez parlé tout à l'heure du sexe, donc un nodule de 2 cm qui n'est peut-être pas a fortiori dangereux chez une patiente de 20 ans, ou un patient de 20 ans, un adulte, un homme, ne va pas être pris en charge de la même façon qu'un nodule chez une femme de 65 ans ou 70 ans avec la même classification et les mêmes données échographiques et cytologiques. Donc il y a ce point-là qui est très important. La deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer l'attention, c'est que plus un nodule est gros, et malheureusement, moins la cytoponction est effective. Parce qu'on a plus de chances, quand la surface apiquée est importante, on a plus de chances de rater justement un foyer qui pourrait être, qui n'occuperait pas toute la surface du nodule, chose qui arrive le plus fréquemment. C'est-à-dire vous allez avoir un nodule de 3 cm. Sur 3 cm, vous n'allez pas forcément avoir du papillaire sur 3 cm, mais uniquement sur des foyers de quelques millimètres. Oui, s'il vous plaît, s'il y a une question, s'il vous plaît.
Voilà, ça malheureusement, ça pourrait la cytoponction peut les rater. Voilà, je vous remercie. Donc effectivement, quand on a des nodules qui sont assez gros, la surface à ponctionner, on ne peut pas bien entendu aller ponctionner toute la surface. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à faire 2-3 passages et à chaque fois changer l'emplacement qui a été ponctionné. Donc si vous allez au milieu, après il faut aller plus vers le côté droit, plus en périphérie, etc. pour avoir le maximum de cellules à transmettre à l'anapathe. Oui. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre présentation très claire et qui englobe toute la pathologie thyroïdienne. J'ai une petite question concernant les cancers thyroïdiens. Il y a le médulaire, il y a les autres cancers. Est-ce qu'il y a des spécificités échographiques pour les différencier? Différencier? Entre le cancer médulaire et les autres cancers? Non, franchement non. C'est la même chose? Non. Il n'y a pas vraiment de critères échographiques pour faire la part des choses. Mais c'est l'histologie qui va nous répondre. Oui, quelle est la place de l'extemporané maintenant? Aucune. Enfin, si, l'extemporané. Des ORL préfèrent l'extemporané. Alors, l'extemporané, ça c'est un bon débat parce que tout dépend de l'équipe. Il y a des équipes qui vont vouloir faire. Au Maroc, je sais très bien que les ORL aiment bien faire l'extemporané. Je vais vous donner un exemple concret d'une jeune patiente qui m'est très proche, et d'ailleurs c'est pour ça que je m'intéresse énormément à ce sujet, qui avait un petit nodule thyroïdien qui faisait même 8 mm. Donc 8 mm, c'est même pas suspect, c'est pas ponctionnable, mais qui avait des forts critères hypoéchogènes, etc. Donc il a été ponctionné une première fois, donc on nous répond indéterminé. On refait une deuxième ponction après 6 mois, indéterminé. Donc 8 mm. Là, on s'est concerté avec mes amis en France et on a décidé de lui faire de l'opérer, même si la cytoponction était indéterminée à 2 reprises, vu les critères de forte suspicion. C'était une patiente jeune, donc j'ai dit inférieure à 40 ans, il faut toujours faire attention. Et la question s'est posée, est-ce qu'il faut faire une extemporanée ou pas? Quand vous avez un petit nodule de 8 mm que vous allez enlever en chirurgie, donc vous devez avoir l'anapathe juste à côté qui doit vous répondre très brièvement. Lorsque le nodule est très petit, c'est le même souci. Il n'a pas suffisamment d'éléments pour vous donner une réponse précise à l'instant T. Et l'équipe, il y avait une contradiction. La première équipe était pour l'extemporané, la deuxième équipe qui l'a opéré en France était contre l'extemporané, donc ils ont fait carrément directement une thyroïdectomie parce que c'était un nodule qui était tout petit et le risque pour que la réponse soit négative ou positive était plus important. Donc on a préféré faire carrément une thyroïdectomie partielle et avoir une étude anapathe avec des immunohistochimies, etc., qui est beaucoup plus performante. Sans curage ganglionnaire. Ça, c'est une autre question encore. Voilà. Ça, c'est une autre question. Bon, nous avons un fac, si on peut faire... Oui. Je vais garder. Pardon. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Assi Brada. L'extemporané, pour nous, est quelque chose de primordial. Et donc, vous êtes d'accord avec un autre Brada? Ah, très bien. Et je suis sûr que même pour Sibrada, bon, quand je vais exposer peut-être mes arguments, peut-être qu'il va se joindre à nous. Et donc, en fait, pour parler du cas particulier dont vous venez de parler, un cancer aujourd'hui de 8 mm, même s'il est avéré en cytoponction préopératoire que c'est un cancer, à 8 mm, il y a au jour d'aujourd'hui des équipes qui décident de ne pas totaliser. C'est vrai. Maintenant, dans d'autres situations, par contre, croyez-moi que le fait de demander à quelqu'un, une femme jeune, de vivre toute sa vie sous hormonothérapie, ce n'est pas un choix très agréable. Donc la cytoponction, l'examen extemporané, couplé à la cytoponction préopératoire, nous permet d'avoir une orientation et de sélectionner les patients chez qui on va pouvoir conserver le lobe contralatéral, ce qui va complètement quand même changer la vie du patient et de pouvoir vivre sa vie sans avoir besoin de traitement. Deuxièmement, il y a un risque,
Il faut savoir que quand on opère des deux côtés, même entre les meilleures mains, il y a des risques de l'hypocalcémie, il y a le risque des lésions sur les récurrents. Et Dieu sait que nous, on est formés sur ce genre de choses. Mais malgré, je peux vous dire que, pour ne pas parler de moi, mais en tant qu'ORL, on a fait beaucoup de thyroïde. Et donc, la dissection du récurrent est pour nous une religion. Et bien, même en faisant ça, malheureusement, il peut y avoir des lésions. Donc, c'est vraiment un risque que d'aller de l'autre côté. Voilà, donc juste pour dire que l'importance de l'extemporanéité. Mais c'est aussi du cas par cas. Ça va dépendre de la taille, de beaucoup de critères aussi. D'accord. On s'arrête là parce que les organisateurs nous signalent la pause café. On va se revoir donc après le pause café pour l'échographie du sein. Merci beaucoup. Dans la même salle ici, l'échographie du sein.